Bienvenue, nous voilà à Paris en plein mois de juin 1789. Imaginez une ville de 600 000 habitants, une ville qui vibre, qui bouillonne et qui est sur le point d'exploser. On va plonger ensemble dans le quotidien de tous les Parisiens, du plus riche au plus pauvre, juste avant que l'histoire ne bascule. Bon, pour comprendre ce qui se passe, il faut commencer par ce chiffre. Plus 250%. C'est juste brutal. C'est l'augmentation du prix du pain, la base de l'alimentation. Pour la plupart des gens, ce n'est pas une simple statistique, c'est une angoisse qui vous tord le ventre chaque matin. Et cette citation, elle dit tout. Avant d'être une grande révolution politique avec de grands mots, c'est d'abord et avant tout une crise de la faim, une lutte de tous les jours, de chaque instant, simplement pour pouvoir manger. Allez, on change complètement de décor. On quitte la rue et ses angoisses pour monter tout en haut de l'échelle sociale. Voyons un peu comment l'aristocratie vit cette période de tension extrême. Voilà leur univers. Un monde de silence, de luxe, de raffinement. Pendant que la ville gronde, derrière les murs de leurs hôtels particuliers, on n'entend presque rien. C'est comme une bulle protectrice, une bulle de sérénité, mais qui est sur le point d'éclater. Et là, ce comparatif illustre le fossé, que dis-je, le gouffre qui sépare ces deux mondes. D'un côté, le luxe, l'abondance, le pain blanc, c'est juste un détail. De l'autre, la survie. Le pain noir, c'est parfois tout le repas. Ce contraste, il est insupportable, et il nourrit une colère qui monte, qui monte. Ce qui est fascinant, c'est leur réaction aux événements politiques. Pour eux, les nouvelles de Versailles, ce n'est pas une source d'espoir, mais d'inquiétude, d'agacement. Chaque pas en avant du tiers-État est vu comme une attaque personnelle, une remise en cause de leur monde. Cette phrase, prononcée pendant un orage, elle est tellement révélatrice. Une peur profonde est en train de s'installer chez eux. La peur que la colère de la nature et la colère du peuple ne deviennent une seule et même tempête, prête à tout balayer sur son passage. Allez, maintenant, direction le véritable moteur du changement, le tiers-État, et en particulier sa partie la plus éduquée, la plus ambitieuse. Leur vie est structurée, productive, efficace. On est à des années-lumière de l'oisiveté des nobles et de l'incertitude des ouvriers. Le bourgeois, lui, il est informé, il travaille, il débat, il est prêt à prendre le pouvoir. Et le cœur battant de toute cette agitation, c'est ici, le Palais Royal. C'est bien plus qu'un simple jardin, c'est une gigantesque ruche où les idées nouvelles naissent, s'échangent, se diffusent. Tout le monde s'y croise, tout le monde y parle politique. Imaginez l'ambiance. L'information est partout. Elle se vend, elle s'arrache. Les pamphlets et les journaux sont lus à voix haute dans les cafés. Les idées se propagent comme une traînée de poudre et elles transforment le simple mécontentement en un vrai projet de société. On redescend maintenant tout en bas de l'échelle, dans les quartiers populaires, au cœur de la misère, là où vit l'immense majorité des Parisiens. C'est ici que se trouvent les soldats de la Révolution qui arrivent. Le portrait est assez sombre, il faut le dire. On vit les uns sur les autres dans des conditions très difficiles. Mais attention, de cette dureté naît aussi quelque chose de très fort. Une solidarité de tous les instants, un esprit de quartier qui soude les gens entre eux. Ce mot journalier, il est capital. Ça veut dire que votre vie ne tient qu'à un fil. Chaque matin, vous devez espérer trouver du travail pour la journée. Si vous en trouvez, votre famille mange. Sinon, eh bien, elle ne mange pas. Cette précarité absolue, c'est le carburant de la révolte. Là, on sent que la coupe est pleine. Le désespoir se change en rage. On ne se plaint plus, on menace. On commence à penser à se faire justice soi-même, par la force s'il le faut. La patience a des limites. Et la réponse du pouvoir, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Face à la faim du peuple, on ne propose pas du pain, on propose la matraque. C'est une fin de non-recevoir qui ne peut mener qu'à une seule chose, l'affrontement direct. Et nous voilà au point de convergence. Toutes les tensions qu'on vient de voir, la faim du peuple, la peur des nobles, l'ambition des bourgeois, tout ça est en train de se mélanger pour créer un cocktail explosif. Parce que pendant que Paris gronde, à Versailles se joue une partie de poker menteur politique. Chaque date de ce mois de juin est une étape de plus vers la rupture. Le tiers-État bombe le torse. Le roi essaie de résister, puis il cède. L'ancien monde est en train de se fissurer de partout. Ce graphique, il est d'une simplicité désarmante. Il montre toute l'injustice du système. Regardez bien. 98% de la population, le tiers-État, porte littéralement sur son dos une société qui donne tous les privilèges à une toute petite minorité. En 1789, ce système n'est tout simplement plus acceptable. Voilà l'atmosphère de la ville, en une phrase. C'est un mélange incroyable de peur et d'espoir, de faim et d'idées neuves. Chaque quartier, chaque classe sociale a sa propre ambiance, mais tout participe à créer cette tension électrique qu'on peut sentir dans l'air. Cette phrase, elle est parfaite.
L'histoire avec un grand H n'est plus une affaire de rois ou de généraux. Elle se joue là, dans les rues de Paris, et chaque habitant, du plus grand noble au plus humble journalier, est devenu un acteur de ce drame historique. Et voilà la question que tout ça nous pose, finalement. Plongé dans cette époque, face à l'injustice, face à la faim, mais aussi face à l'espoir fou d'un monde nouveau, quel rôle aurait-on joué? Celui du privilégié qui a peur de tout perdre, du bourgeois qui veut sa part du gâteau, ou de l'ouvrier qui n'a plus rien à perdre? L'histoire est écrite, bien sûr, mais la question, elle, reste entière.